Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de l'Assemblée nationale a reçu la présidente de la Chambre des députés du Rwanda à l'occasion donc de l'ouverture demain de l'Assemblée nationale et renforcement des relations entre l'Éthiopie et le Kenya lors d'une visite de Kenyatta à Addis Abeba. Bonsoir à tous. À l'occasion de l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale prévue pour demain, donc 3 mars, une forte délégation des parlementaires amis, donc des pays amis, va participer à la séance. C'est ainsi que la présidente de la Chambre des députés de la République du Rwanda, Donatille Mukabalisa, est arrivée à Djibouti pour participer à cet événement. Elle a été accueillie avec tous les honneurs par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, qui a eu un premier entretien en tête-à-tête avec la présidente du Parlement rwandais, Donatille Mukabalisa, accompagnée de plusieurs membres de la Chambre des députés de la République du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à la délégation rwandaise, il a remercié pour son hospitalité. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux parlements, au-delà entre Djibouti et le Rwanda. Safia Elmi du bureau de l'Assemblée de Djibouti a participé à la rencontre entre le président Mohamed et la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Donatille Mukabalisa. Hier soir, l'annexe Cheikh Ousmane du Rassemblement populaire pour le progrès situé à Balbala a abrité une soirée donc culturelle organisée dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du parti RPP. Ce fut donc une soirée pas comme les autres, festive et colorée. Cette soirée organisée par le ministère de la Culture a vu la participation de plusieurs centaines de militants et sympathisants du RPP. Le programme donc de cette soirée comprenait entre autres des danses folkloriques, des chants populaires, des sketchs et des interventions officielles. 3 heures durant, la star donc de la chanson djiboutienne Awale Aden, la troupe 4 Mars et plusieurs autres groupes artistiques issus de la commune de Balbala se sont succédés donc sur la scène pour animer cette soirée. Il convient de souligner au passage que cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 40e anniversaire de la création du parti Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP. Et dans une intervention prononcée à l'occasion de cette soirée, le ministre de la Culture, Moumin Hassan Barre, a évoqué le rôle des annexes du RPP qui, a-t-il dit, constitue la base même du parti. Les annexes sont les piliers de notre formation politique et elles sont appelées à faire un travail de proximité, a-t-il souligné en substance. Le RPP a été créé pour servir de plateforme nationale de réconciliation et d'intégration politique pour tous nos compatriotes, a précisé le ministre Moumin Hassan Barre, qui a notamment soulevé les grandes réalisations du parti au pouvoir. Tout au long de ces 40 années, notre parti aura été un acteur incontournable dans la consolidation de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Si nous célébrons les 40 ans d'existence de notre parti, c'est parce qu'il est solide, unifié et tourné plus que jamais vers l'avenir, a souligné le ministre. Ces festivités constituent, a-t-il poursuivi, l'occasion de manifester notre détermination et notre volonté pour redynamiser nos efforts et raviver nos forces pour un RPP encore plus fort.
Arrivée du drapeau du parti RPP dans la commune de Razdika, la principale activité de la commission femmes et jeunesse sous la présidence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a entamé donc aujourd'hui sa 8e étape. En effet, l'étendard du RPP a quitté l'annexe de Cher Osman à destination de la commune de Razdika, plus précisément à l'annexe Cher Siraj. C'est avec un salawat al-Nabi que le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, les parlementaires de la commune, Oubaha Bourdale et Kaltoum Farah, la vice-présidente de l'annexe, Fardousa Abdillahi, ainsi que des militantes et militants du parti ont accueilli le drapeau du RPP. Un arc de fleurs, un tapis déroulé et de l'encens ont servi donc de plateau de bienvenue aux relayeurs en provenance de la commune de Balbala en direction donc de la commune de Razdika à l'annexe Ser Siraj. دار والبول لو جيره النبض وحكم معاه Et c'est devant un parterre de hautes personnalités et des militants du parti RPP que l'annexe Cher Siraj a fêté donc le 40e anniversaire du RPP. En effet, c'est en présence du ministre de la Défense, du secrétaire d'État, de la secrétaire d'État aux affaires sociales, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, des parlementaires et des élus de la commune, notamment du président de l'annexe Cher Siraj, et nombreux adhérents et sympathisants du mouvement politique RPP. L'annexe Cher Siraj a organisé une soirée riche en couleurs et en diversité culturelle sur son esplanade. Après quelques versets lus du Saint-Coran, puis l'hymne national suivi de celui du parti RPP, le groupe Haoudour, le groupe Illa ou encore Nahari, Abeizid, Abdi Gessoud et plusieurs autres artistes nationaux ont animé cette mémorable soirée commémorant donc le 40e anniversaire du parti RPP. Des hommes veillants, soucieux de l'avenir de notre pays, nous voilà à 40 ans arrivés à l'âge de la maturité. Toutes les avancées majeures engagées, les réformes profondes dans le processus de développement s'inscrivent dans la lignée de la politique de notre gouvernement et de notre parti. Le RPP est avant tout un parti qui a su au fil des années affirmer sa place en tant que parti fondateur, fédérateur et unificateur. Car la majorité des Djiboutiens se sont identifiés de façon naturelle à elle. La place prépondérante de notre parti dans le paysage politique et grâce à la politique d'un homme visionnaire qui a su miser sur la jeunesse en la plaçant en cours de ses préoccupations. En tant que pur produit du RPP, je ne puis contenir ma joie et ma fierté d'appartenir à cette grande famille et représenter l'annexe Razdika aujourd'hui. Et je vous remercie. Vive le RPP, vive la République des Djiboutiens. Et de son côté, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a indiqué donc et a retracé brièvement l'historique du plus ancien mouvement politique du pays et surtout des raisons de sa longévité sur la scène nationale. Avant donc le ministre de remercier les militantes et militants du parti pour la bonne organisation de cette soirée festivité donc et le rôle prépondérant de la jeunesse pour assurer la relève de cette philosophie politique garante d'une cohésion sociale, d'une paix et d'un développement durable. Razdika a honoré donc le drapeau du parti d'une façon extraordinaire pour sa simplicité et sa beauté. Il n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire.
Également dans l'actualité, à l'approche de la journée mondiale de la femme, la radio-télévision de Djibouti vous proposera chaque soir un magazine dans nos journaux sur la politique d'intégration de la femme dans les domaines professionnels, politiques et sociaux. Ce soir, nous évoquerons dans ce dossier que vous allez suivre l'évolution de l'intégration de la femme en politique. C'est un magazine de la rédaction. L'intégration de la femme dans la vie politique à Djibouti. Une volonté du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui est en constante évolution, marque un grand tournant dans notre société, notamment dans sa façon de penser. Au-delà d'une simple question d'arithmétique de siège au Parlement ou dans la fonction publique, cette vision de donner pleinement à la femme djiboutienne toute sa place dans la société reste avant tout l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande des réalisations du chef de l'État, de par son impact et sa dimension sociétale. Ainsi, la politique d'intégration de la femme menée par le président de la République depuis son élection à la magistrature suprême consiste à briser ces chaînes et de soigner le mal à la racine. Il s'agit d'une panoplie de mesures mises en œuvre depuis 1999, allant de l'arrêt des mutilations génitales chez les jeunes filles, source souvent de traumatismes, mais aussi de difficultés sanitaires en tout genre, durant toute leur vie de futures femmes, jusqu'à la scolarisation obligatoire des petites filles à parité égale avec les garçons. Deux mesures phares qui, à elles seules, assurent un avenir meilleur à la femme djiboutienne et à la nation tout entière, dans la mesure où elles allègent le lourd fardeau inutile supporté à vie en soins post-mutilation par la santé publique et bien sûr plus de 50% de la population qui sort de l'analphabétisme devient éduquée et active et partant de là, productive. Bien sûr, à cela s'ajoute la création du ministère de la Femme et de la Famille, qui a été créé avec pour mission de mettre en œuvre cette politique. Le président de la République, pour annoncer les couleurs, augmente le nombre de femmes au gouvernement. Ainsi, la secrétaire d'État aux Affaires sociales et la ministre déléguée au logement font leur entrée au cabinet. Cette politique, appuyée par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, et avec elle l'UNFD, nécessitera des centaines d'ateliers de sensibilisation et nombre de conférences au niveau national et même régional où la First Lady, à chaque occasion, clame haut et fort la nécessité du changement. Aujourd'hui, il est heureux de le constater, cette vision désuète et impartiale de l'identité féminine est en train de se transformer au fur et à mesure que par l'éducation, par la pédagogie, par le militantisme, se brisent des résistances rétrogrades et des archaïsmes mensongers, voire criminels. Il est heureux de le dire, cette vision est en train de se transformer en grande partie grâce aux efforts conjoints de tous les acteurs concernés et plus particulièrement des femmes. Le message commence à passer et en 2003, la femme djiboutienne relève la tête, affirme son existence. On les croise dans les couloirs des ministères par groupe d'associations et les responsables marquent un point d'honneur à les recevoir. L'idée des femmes au Parlement est lancée et reste dans tous les débats. Oui, dit-on, les femmes doivent avoir leurs représentantes au Parlement, ou encore, les femmes doivent être représentées au Parlement. Quelle que soit la formule utilisée, la nuance reste toutefois présente et elle est de taille. En effet, si tout le monde s'accorde pour l'entrée des femmes au Parlement, pour la grande majorité de la gente masculine, y compris les politiques, les femmes ne seront pas les représentantes de leurs concitoyens hommes, mais toujours celles des femmes. En les croisant toutefois, on acquiesce toujours en réaffirmant « Vous avez votre place au Parlement ». Certains par ironie, pour d'autres par sympathie, souvent par courtoisie. Mais il y en a un pour qui il n'est rien de tout cela, mais un objectif bien précis. C'est ainsi qu'en 2003, le président de la République propose un projet de loi qui concède 10% des sièges du Parlement aux femmes, soit 7 sièges, et par la même occasion fait table rase de toutes les suppositions d'élargissement des sièges de l'Assemblée et toutes les options du mini-parlement des femmes. La cause féminine est un combat pour la justice, car elle porte sur des valeurs universelles, des libertés, d'égalité et de dignité. Des valeurs qui doivent rassembler au nom de l'humanité et transcender les préjugés et les clivages hommes-femmes.
dans le quotidien, c'est toute la société qui tire bénéfice de l'action de sa gente féminine. C'est le coup de tonnerre dans le ciel de Djibouti. Chacun se console et se dit qu'après tout, j'ai 90% de chances de ne pas être remplacé par une femme. L'opposition, qui est au mieux de sa forme à l'époque avec l'UAD et des leaders comme le défunt Ahmed Dini, paix à son âme, crie au scandale et à qui veut l'entendre que c'est contraire à nos us et coutumes. Les femmes, d'accord, mais ce n'est pas la bonne méthode, dit-on dans ses rangs et l'UAD, de promettre qu'en cas de victoire, cette loi sera abolie. D'ailleurs, l'UAD en a fait un sujet de campagne et avec cette loi, des institutions dans cette hypothétique cohabitation. C'est l'erreur qui lui sera fatale. Et l'UAD, dans sa posture, se mettra à dos la gente féminine. En effet, le président est sûr de sa popularité et sait que le peuple qu'il a porté au pouvoir en 1999 ne le privera pas d'une majorité à l'Assemblée, raison pour laquelle il a administré cette thérapie très douloureuse qui a permis de briser cette grande barrière qui fait obstacle à la femme djiboutienne. Un concept basé sur le clanisme et selon lequel la femme ne peut représenter l'homme. Ces élections ont été remportées haut la main, avec un résultat incontestable. Une véritable révolution pour ce pays qui, même indépendant et souverain depuis juin 1977, restait prisonnier de lui-même et d'un mode de vie ancestral. Mais le pari est réussi. L'infranchissable est franchi et la femme affranchie. La pilule, si amère soit-elle pour certains, a payé, propulsant la nation tout entière dans une nouvelle ère. La preuve que la greffe a pris. Autrement dit, cette mutation profonde de notre société, la nouvelle loi augmentant de 15% le quota des sièges des femmes au Parlement, soit 25% au total, est passée sans commentaire et même accueillie avec enthousiasme en 2018. Il a fallu un homme sûr de lui-même, mu par un courage politique sans faille, avec une ferme volonté de reformer son pays. Nous sommes redevables à cet homme, le président Ismaël Omar Guelleh. Le mouvement du 1er novembre 2015, entre autres faits d'armes, puisait sa source dans ses qualités d'homme, d'État et de guide. Avec lui, en effet, nous sommes passés d'un mode de vie à un choix de vie, et pour toujours. Également dans l'actualité, dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits de l'enfant, l'UNFD a organisé à son siège une formation de relais sur l'approche communautaire qui se tiendra du 2 au 6 mars prochain. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités techniques de communication sur leur rôle en matière d'engagement communautaire et assurer la promotion et la protection de santé, l'éducation de la mère et l'enfant et citoyens ainsi que la protection de l'environnement et l'importance de renforcer donc les capacités des membres des centres de gestion communautaire dans les quartiers 3 et Engela. Et cette rencontre a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, des parlementaires ainsi que des représentantes des deux quartiers. Durant cette cérémonie, la représentante de l'UNICEF a remis à la vice-présidente de l'UNFD un véhicule, donc les clés d'un véhicule de marque Toyota, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme communautaire. Déjà par l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille pour l'habilitation de la femme djiboutienne en tant qu'actrice à part entière au développement socio-économique de sa communauté et du pays, offrant ainsi un environnement favorable à la réalisation des droits des femmes et des enfants. La mission de l'UNFD s'inscrit directement dans la vision de l'UNICEF qui vise, elle aussi, à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard de la petite fille et de la femme et à assurer la promotion et la protection de leurs droits, à accentuer l'accès à l'éducation formelle et non formelle pour les adolescentes et les jeunes filles, la promotion et la protection de la santé de la mère et de l'enfant et enfin la protection de l'environnement. Ensemble, avec le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNIFD, nous avons au courant de ces dernières années développé et mis en œuvre des approches et un programme de renforcement des capacités communautaires dans plusieurs communautés des préfectures d'Arta, d'Ikil, Alisabie, Tadjoura, Dobok et dans 2 communes de la ville de Djibouti. Et dans son allocution, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, a remercié la représentante de l'UNICEF, Dianabou Maandé, pour l'octroi d'un véhicule pour renforcer les actions menées en faveur des communautés. L'organisation partenaire quotidien des agences onusiennes
Pour la mise en œuvre des interventions communautaires à l'échelle nationale, s'est vu confier la gestion du programme communautaire de promotion et protection des droits humains, appelé programme Salam, qui cible des divers domaines tels que l'éducation, l'environnement, la protection des enfants contre toute forme de violence, la promotion de l'abandon de toute forme d'excision, l'enregistrement de naissance, la lutte contre les mariages précoces. Permettez-moi de vous rappeler que le 23 comités de gestion communautaire existantes depuis 2014 ont fourni des résultats encourageants et promoteurs, d'où la nécessité d'élargir ce programme dans d'autres sites. C'est la raison pour laquelle 7 nouveaux CGC ont été créés en 2018, répartis dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, a encouragé les participantes de poursuivre leurs efforts pour aider les familles vulnérables. On l'écoute. Je voudrais encourager les membres du comité de gestion présents ici dans les salles et ceux qui ne sont pas là pour tout le travail et effort qu'ils font au sein de leur communauté pour que la famille se porte mieux, pour que la femme se porte mieux, pour que la petite fille se porte mieux et que pour le petit enfant se porte mieux. Le travail que vous êtes en train de faire est un travail qui vient compléter l'action du gouvernement. Donc, de temps en temps, il faut reconnaître ce que chacun fait et vous faites un travail formidable sur le terrain. Et je vous demande de doubler d'efforts pour que ce pays soit un pays de paix, ce pays soit un pays où il fait bon y vivre et ce pays un pays où chaque Djiboutien ou chaque personne vivant sur ce territoire se sente bien. Et ce sont vos actions qui vont permettre d'avoir ce ressentiment. Que dans une société, chacun a un rôle pour que cette société avance et se développe comme il se doit. L'État réfléchit, l'État donne des orientations, le gouvernement veille à ce que ces orientations et ces directives et ces politiques et ces stratégies soient actées et vous êtes, si vous voulez, les bras armés pour mettre cette politique sur le terrain. Donc, on doit être complémentaires, mutualiser nos efforts, coordonner nos actions et surtout être à l'écoute des populations les plus vulnérables. Et notre équipe a également recueilli par la suite les impressions de la coordinatrice des projets de l'UNFD que je vous propose de suivre. Nous sommes ici aujourd'hui pour la formation de formateurs dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains. C'est une formation qui va se faire sur différentes étapes. Donc une première formation de formateurs a eu lieu la semaine dernière, donc du 24 au 28. Cette formation aujourd'hui concerne les nouveaux CGC, les nouveaux comités de gestion communautaire de quartier 3 et donc d'Enguela. Qui va se dérouler sur 5 jours, suivi des formations au niveau des régions, des CGC de Dikil et du Nord. Les formations vont porter sur non seulement la base d'un comité de gestion communautaire, étant donné que ce sont les nouveaux CGC que nous avons, que l'UNFD en collaboration avec l'UNICEF ont choisi d'étendre. Donc nous remercions surtout notre partenaire UNICEF. Dans le cadre du projet Mon école à moi, la 4e journée d'action éco-citoyenne s'est déroulée à travers l'ensemble d'établissements scolaires de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur du pays. Hier, donc partout, la communauté nationale s'est fortement mobilisée, tant et si bien que dans chaque établissement scolaire, on pouvait constater une participation massive aux activités de nettoyage et d'entretien. Enseignants, élèves et parents, mais au-delà même, les organisations de la société civile, les élus locaux et les responsables du mouvement associatif et des ONG étaient tous sur le pan pour ramasser les ordures, repeindre, réfectionner les murs d'enceinte. Glantés et masqués, les riverains et les parents et enseignants de chaque école sont arrivés très tôt pour bichonner et embellir les écoles qui refont peau neuve. Dans certaines écoles des communes de Djibouti-Ville, des activités périscolaires comme du jardinage et des séances pédagogiques de bonnes pratiques d'utilisation des corbeilles et des bennes à ordures ont été donc organisées en faveur des élèves et des riverains de l'école. Ainsi, des jeux de rôle et des activités de simulation ont permis de
démontrer le bon usage des dispositifs de collecte des ordures ménagères au sein des établissements scolaires et dans les milieux urbains. La ferveur et l'enthousiasme dans lesquels se déroulent ces travaux d'entretien et d'embellissement des salles de classe, des blocs administratifs et des sanitaires prouvent que le projet Mon école à moi est désormais entré dans les mœurs. C'est qui démontre que la communauté nationale s'est désormais approprié les objectifs de ce programme Mon école à moi. Les différents témoignages recueillis donc partout dans l'établissement scolaire tendent tous vers cette appropriation des journées éco-citoyennes. Santé à présent, le poste de santé de la localité de Laïta dans la région d'Arta a été inauguré donc mercredi dernier par le ministère de la Santé. Cette structure qui offrira des prestations de soins de santé de base comprenant entre autres les consultations pré- et post-natales, le planning familial, la prise en charge intégrée des enfants, la nutrition, la vaccination. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé a dépêché une mini-caravane médicale composée de gynécologues, d'ophtalmologues, de pédiatres et de médecins généralistes pour prodiguer des soins spécialisés aux habitants de Laïta et de ses environs. Cette campagne a permis aux populations de ce centre rural et des différents secteurs avoisinants de bénéficier de diverses prestations spécialisées. Cette caravane qui vise à contribuer au rapprochement des services médicaux des citoyens et à venir en aide aux populations nécessiteuses a eu un franc succès et a suscité un écho favorable auprès des bénéficiaires qui espèrent voir ce genre d'initiative se multiplier au profit de populations démunies de la région. Faisant suite aux activités de consultation durant la caravane, le ministère de la Santé a spécialement mis à la disposition des équipes médicales des véhicules pour transporter les patients diagnostiqués et qui nécessitent un transfert dans les structures spécialisées de la capitale. En effet, plus d'une centaine de patients ont été acheminés dans les différentes structures de référence telles que l'hôpital Shakib Saad, l'hôpital de Balbala ou encore l'hôpital Général Pelletier. À leur arrivée, ces malades ont été accueillis par les différents responsables des hôpitaux ainsi que des équipes médicales mobilisées pour une prise en charge rapide et efficace. Et de là, nous passons à l'actualité régionale, africaine et internationale. L'Éthiopie et le Kenya renforcent les relations bilatérales lors d'une visite de Kenyatta. Les dirigeants du Kenya et de l'Éthiopie se sont rencontrés à Addis Abeba pour des entretiens visant à approfondir les relations entre les deux géants de l'Afrique de l'Est. Le bureau du Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, a déclaré que le dirigeant kényan était arrivé avec une délégation d'entreprises et d'investisseurs pour explorer les opportunités d'investissement. Les deux dirigeants étaient présent au forum de haut niveau sur le commerce et l'investissement entre le Kenya et l'Éthiopie qui a duré 2 jours. Dans ses remarques, le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, a souligné l'ouverture du pays et les réformes économiques en cours en tant que catalyseur du renforcement des relations commerciales entre la Colombie et le Kenya. Après le sommet, les dirigeants se sont rendus en avion à Hawassa où ils ont visité l'un des parcs industriels du pays en compagnie du chef de la commission éthiopienne des investissements. Le parc industriel Hawassa est une installation où travaillent actuellement 25 des 22 principaux fabricants de textiles et de vêtements employant 25 000 personnes. Les zones industrielles des parcs industriels éthiopiens comprennent la spécialisation sectorielle, l'orientation exportation, l'intégration verticale, la durabilité et le développement des compétences. Le président gabonais Ali Bongo est entré au Maroc mardi soir après une réunion du Conseil des ministres. Lundi et mardi, M. Bongo a assisté avec succès à plusieurs responsables gabonais depuis son attaque par un AVC en octobre dernier. Les 48 heures de retour de Bongo au Gabon lui ont également donné l'occasion de se déplacer dans certaines parties de la capitale, Libreville, où il a salué les badauds depuis sa voiture. Le 24 octobre dernier, le président Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral en Arabie Saoudite. Il s'est rendu brièvement dans le pays une fois le 15 janvier. Et en janvier, une tentative de coup d'État a eu lieu à Libreville pour dénoncer l'absence du président. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.